On raconte qu'avant de rendre son dernier souffle, il avait encore cette flamme dans les yeux, cette même intensité qui, des années durant, avait terrorisé les attaquants d'Europe. Jorge Costa. L'homme que rien ni personne ne semblait pouvoir arrêter est tombé foudroyé par un arrêt cardiaque, au cœur même de sa maison, le centre d'entraînement d'Olival. Un choc brutal. Une fin inimaginable pour celui que l'on surnommait Bichot ou Tank, symbole indestructible du FC Porto. La nouvelle s'est répandue comme une onde de choc dans le monde du football. Ceux qui l'ont connu savaient qu'il vivait pour le jeu, pour la bataille, pour son club. Mais derrière l'armure du guerrier se cachait un homme façonné par les épreuves. La gloire et des cicatrices invisibles. Dans les coulisses, Costa avait vu et vécu ce que peu de joueurs osent raconter. Des rivalités internes, des pressions écrasantes. Des blessures qu'on cache au nom de la victoire. Et parfois, le prix humain d'une carrière entièrement dévouée au football. Ce n'était pas seulement un défenseur légendaire. C'était un capitaine de guerre qui menait ses troupes au front, quitte à s'y briser lui-même. Et pourtant, ironie tragique du destin, c'est loin des projecteurs, lors d'un banal jour d'été, que la ville a arraché à ses proches, à ses coéquipiers, à ses supporters. Une disparition brutale qui laisse planer une question obsédante. Que se passait-il réellement dans la vie de Jorge Costa? Dans son corps et dans son esprit, pour que tout s'arrête ainsi, si vite, si tôt. Pour comprendre l'onde de choc que représente la disparition de Jorge Costa, il faut revenir à Porto. Cette ville portuaire où le football n'est pas seulement un sport mais une religion. Dans les rues pavées qui mènent au stade du Dragao, chaque mur semble murmurer son nom. Costa n'était pas un simple joueur, il était l'incarnation même de l'âme tripera, rude, loyale, inébranlable. Né et formé dans la ville, Jorge Costa a grandi dans l'ombre du FC Porto. Jusqu'à en devenir le cœur battant. 15 saisons, 383 matchs, 8 championnats nationaux, une Coupe UEFA en 2003, et l'apothéose, la Ligue des Champions 2004. Soulevé sous la houlette d'un José Mourinho encore au début de sa légende. Mais plus que les titres, c'est son style qui a forgé sa légende, un roc inébranlable. Un défenseur prêt à mettre la tête là où d'autres n'auraient pas mis le pied, un leader dont la voix et les regards suffisaient à galvaniser une équipe entière. Le surnom « Bichot », la bête, n'était pas une exagération. Ses adversaires le craignaient, ses coéquipiers le respectaient. Pourtant, derrière cette image d'homme de fer, Costa traînait un lourd fardeau. Les insiders savent que la vie de capitaine est loin d'être une sinécure. Porter la pression d'un club entier, apaiser les conflits de vestiaire. Gérer les ambitions parfois démesurées des uns et des autres. Costa l'a fait pendant des années, avec un mélange de discipline militaire et de passion viscérale. Après avoir raccroché les crampons, il a poursuivi sa route comme entraîneur, sillonnant l'Europe et l'Afrique. Braga, Farens, CFR Cluj, la sélection gabonaise, jusqu'en Inde, où il a dirigé le Mumbai City FC. Mais son destin le ramènerait toujours à Porto. En 2024, il retrouve son club de cœur, non plus sur le terrain, mais dans les coulisses. Comme directeur du football, une position stratégique qui lui permettait d'influencer l'avenir du club tout en restant fidèle à ses valeurs. Et c'est précisément là, à Olival. Car Jorge Costa, même après sa mort, laisse derrière lui un héritage complexe, fait de gloire, de blessures, de vérités tues et de secrets que peu oseront révéler. Tout commence dans les années 90. Un jeune défenseur issu du centre de formation du FC Porto fait ses premiers pas en équipe première. Déjà, Jorge Costa impose son style. Tacle tranchant, lecture du jeu impeccable, rage de vaincre. Les entraîneurs voient en lui plus qu'un simple joueur prometteur, un futur capitaine. Et ils avaient raison. Ses premières saisons sont un apprentissage rude. Il se frotte aux vétérans. Se forge un corps de guerrier et un mental d'acier. Très vite, il devient l'un des piliers de la défense portista. Puis vient l'ère Mourinho. En 2002, l'arrivée du Special One change tout. Porto devient une machine de guerre, et Costa en est le commandant sur le terrain. L'année 2003 apporte la Coupe UEFA, et 2004, l'apothéose, la Ligue des Champions. Ce trophée qui propulse le club et ses héros au panthéon du football. Mais derrière cette gloire se cachent déjà les premières fissures. Costa souffre de blessures chroniques, souvent dissimulées au public. Les sacrifices physiques sont immenses. Infiltration, anti-inflammatoire, matchs joués avec des douleurs insupportables. Sa détermination l'empêche de céder un pouce. Mais son corps commence à réclamer son dû. Puis, il y a l'épisode qui surprend tout le monde. En 2001, il est prêté à Charlton Athletic, en Angleterre. Les rumeurs disent que le club voulait rafraîchir le vestiaire, que certains cadres avaient perdu l'oreille des dirigeants. D'autres parlent de tensions internes, de désaccords sur la gestion de l'équipe. Costa,
lui, garde le silence. Il revient à Porto 1 an plus tard, plus fort, plus déterminé, mais les cicatrices sont là, invisibles. Les dernières années de sa carrière sont un mélange de triomphe et de douleur. Il continue à empiler les titres nationaux, mais chaque victoire est arrachée au prix fort. Sa santé décline. Il sait que la fin approche. En 2006, il tire sa révérence sur le terrain, sous les ovations du Dragao. La suite, un nouveau combat. Costa devient entraîneur, mais la route est semée d'embûches. Passages éclairs à Braga, Cluj, Gabon, Mumbai City. Les succès sont mitigés, parfois ternis par des conflits avec les directions ou par des situations sportives ingérables. Pourtant, il ne renonce jamais. Quand Porto l'appelle en 2024 pour devenir directeur du football, c'est comme un retour à la maison, la boucle bouclée. Mais ce retour au sommet n'efface pas les blessures passées, physiques comme mentales. Costa porte en lui un lourd bagage. Les sacrifices du joueur, les frustrations de l'entraîneur. Et les pressions écrasantes du dirigeant. Comme un soldat revenu du front, il avance avec ses cicatrices, sans jamais vraiment guérir. Et c'est dans ce contexte qu'un jour d'août 2025, le drame frappe. Le 5 août 2025, la journée commence comme tant d'autres à Olival. Roré Costa arrive tôt, fidèle à ses habitudes. Il salue le staff, échange quelques mots avec des joueurs. Jette un œil attentif aux entraînements. Rien ne laisse présager la tragédie qui va suivre. Puis, soudain, le malaise. Costa vacille. Quelques secondes plus tard, il s'effondre. Le silence, un cri. La panique. On appelle les secours. On le transporte en urgence à l'hôpital São João. Mais rien n'y fait. L'arrêt cardiaque a eu raison de l'homme que l'on croyait invincible. La nouvelle se répand en quelques minutes. Les réseaux sociaux s'embrasent. Cristiano Ronaldo publie sur Instagram ces mots simples mais poignants. A te sempre, Roré Costa. Pour toujours. Roré Costa, accompagné d'un emoji colombe, comme un dernier envol. José Mourinho, en conférence de presse, ne peut retenir ses larmes. Lui, l'homme que l'on dit froid et calculateur, se brise devant les caméras en évoquant son ancien capitaine. Il n'était pas seulement un joueur. Il était mon soldat, mon frère d'armes. Dans les tribunes du Dragao, les supporters déposent écharpes, drapeaux, fleurs. Certains racontent comment Costa prenait toujours le temps de saluer les enfants, même après une défaite. Les anciens coéquipiers évoquent un leader qui ne laissait jamais tomber personne, même dans les pires moments. Mais derrière ces hommages, des murmures s'élèvent. Certains pointent la pression démesurée qu'il subissait dans ses fonctions de directeur du football. D'autres évoquent des soucis de santé connus en interne mais jamais rendus publics. Par fierté ou par peur de montrer une faille. Et puis, il y a cette vérité inconfortable. Dans le football de haut niveau, la machine ne s'arrête jamais. Même un héros comme Costa n'a pas droit au repos. Après une carrière à se jeter tête la première dans chaque duel, après des années à absorber les coups, physiques et psychologiques. Peut-être que son corps a simplement dit stop. Les médias portugais et internationaux rivalisent de titres chocs. La fédération portugaise, les clubs rivaux comme le Sporting Lisbonne, Braga, ou encore Charlton Athletic, tous publient des communiqués officiels de condoléances. Le gouvernement portugais lui-même salue un « symbole national ». Mais au-delà des discours officiels, ceux qui ont vraiment connu Costa savent que sa mort raconte une histoire plus sombre. Celle d'un homme qui a tout donné et que le football n'a jamais vraiment su protéger. Chez Révélation célèbre. Nous avons toujours refusé de peindre les héros en noir ou en blanc. Roré Costa n'était ni un saint ni un démon, mais un homme complexe, forgé par les victoires et les blessures. Par la gloire et les cicatrices invisibles. Sa mort tragique soulève une question essentielle. Jusqu'où un joueur, puis un dirigeant, peut-il supporter le poids du football moderne sans que cela ne le brise? Costa a été célébré pour sa force, son courage, sa capacité à jouer au-delà de la douleur. Mais derrière cette image de « tank indestructible » se cachait peut-être une vérité que peu veulent entendre. La force est parfois un masque. On l'applaudissait pour ses tacles. On louait sa poigne dans le vestiaire. Mais qui, dans les coulisses, prenait soin de l'homme? Qui l'écoutait quand la fatigue devenait écrasante, quand le corps envoyait des signaux d'alerte? Son parcours d'entraîneur et de dirigeant le prouve. Même loin du terrain, la pression est constante. Dans un club comme Porto, la moindre erreur stratégique, le moindre recrutement jugé mauvais, peut déclencher une tempête. Les rivalités internes, les attentes des supporters, les ambitions des dirigeants, tout cela pèse sur les épaules d'un homme qui, malgré tout, voulait continuer à se battre pour son club. Nous ne pouvons ignorer non plus la question de la santé des anciens joueurs. Les arrêts cardiaques soudains chez les sportifs retraités ne sont pas rares.
L'usure accumulée, les traitements lourds, l'intensité physique de leur carrière, et trop souvent, l'absence de suivi médical véritablement adapté après la retraite sportive. Roré Costa n'est pas seulement une perte pour Porto, c'est un signal d'alarme pour tout le football portugais, et même mondial. Alors oui, nous admirons le capitaine qui a soulevé la Ligue des Champions. Nous respectons le dirigeant passionné qui a voulu reconstruire son club. Mais nous refusons de nous contenter d'applaudir sa mémoire sans interroger les raisons profondes de sa disparition. Et vous, que pensez-vous? Est-ce simplement la fatalité? Ou bien la conséquence d'un système qui épuise ses héros jusqu'au dernier souffle? Il y a des histoires qui ne devraient jamais se terminer ainsi. Roré Costa aurait dû vieillir dans les tribunes du Dragao, saluant la foule les soirs de victoire, racontant aux jeunes générations comment, un soir de mai 2004, Porto a conquis l'Europe. Il aurait dû continuer à guider, à transmettre, à incarner cette fierté bleue et blanche qui coulait dans ses veines. Au lieu de cela, c'est un silence étrange qui a envahi Olival. Les couloirs où résonnait sa voix d'airain ne portent plus que l'écho lointain des pas d'un capitaine disparu. Les supporters savent que ce vide ne sera jamais comblé. Car il n'existe pas de Roré Costa. Dans les mémoires, il restera cet homme debout, buste droit, regard fixe, prêt à affronter n'importe quel adversaire. Mais aussi cet homme discret, parfois tourmenté, qui portait le poids des batailles passées. Sa mort n'efface rien, ni les trophées, ni les sacrifices, ni les vérités que l'on ne dira jamais tout haut. Certains diront que la vie continue. Mais pour ceux qui ont vu Roré Costa jouer, pour ceux qui l'ont entendu parler au vestiaire, pour ceux qui l'ont croisé dans les rues de Porto, il y aura toujours cette sensation étrange, comme si un chapitre essentiel de leur propre histoire venait de se refermer. Certaines histoires n'étaient pas faites pour être connues. Mais maintenant, vous savez,